Bienvenue à vous, merci de rejoindre cette session si tard dans la journée. J'espère que vous passez une bonne conférence. Donc là, on va parler d'un projet sur lequel je contribue, qui s'appelle Gcube. Et je vais vous présenter Gcube, mais il y a une fonctionnalité qu'on est en train d'implémenter qui s'appelle le Remote Dev, et c'est toute l'idée du talk. Donc juste pour teaser un peu, vous allez pouvoir coder avec tous vos microservices du cloud en local. En gros, vous allez pouvoir vous téléporter dans votre laptop, dans le cloud et coder dans le cloud. Bon. Assez teasing. Si vous voulez rejouer cette démo que je vais faire à la fin, vous pouvez prendre le QR code ou en photo le lien sur le repo et vous allez pouvoir en fait pas à pas rejouer la démo que je vais faire tout à l'heure. Également, il y a pendant les questions-réponses, j'ai un Lego Red Hat Collector à faire gagner. Et pour jouer, il faut un compte Twitter. Et il faut tuter en fait les Twitter handles là. Donc mon Twitter handle avec 2 underscores, Unix underscore, hashtag DevOpsFR et @gcube.io et une photo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déployer une petite API avec Gcube qui va faire le tirage au sort. Ok? Ça y est, vous êtes sur Twitter là? Ok, c'est parti. Encore des photos ou Non, c'est bon. Je m'appelle Sun, je travaille chez Red Hat, je suis Senior Software Engineer. Je travaille sur 2 projets, je contribue sur 2 projets. Le premier, c'est l'équipe Gcube, je vais en parler. Le deuxième, c'est Fabricate Kubernetes Client. Donc, le Fabricate Kubernetes Client, c'est une librairie en Java pour vous interfacer avec Kubernetes, avec l'API de Kubernetes. Sinon, pendant mon temps libre, je co-organise le Jog de Paris. Donc, si vous êtes parisien, venez, c'est tous les 2e mardis du mois. Et je fais aussi ma propre bière dans ma cuisine. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @__, donc double underscore, Unix underscore, et je suis aussi sur Mastodon. Alors, qui était au talk à l'université de tout à l'heure, là, sur Kubernetes? Ouais, pas mal. Bon, je vais me répéter un peu, mais c'est pour la bonne cause. Alors on va faire un petit retour dans le passé. En fait, il y a 8 ans à peu près, je développais une application. Alors c'était une application pour faire des réservations de billets de train, donc une application web. Et cette application, elle tournait elle était basée sur Struts 2. Alors qui utilisait Struts 2? Ouais, il y en a plein. Moi, j'utilisais Struts 2. Donc ça utilisait Struts 2, Tomcat, Java 6. Oh, c'était il y a 8 ans. Java 6 et donc les VM étaient basés sur CentOS. Et donc on avait un load balancer reverse proxy qui répartissait la charge sur 2 Tomcat, donc CentOS Struts 2, et on stockait nos données dans la base de données. Donc ça c'était la production. En pré-prod, on avait à peu près la même chose, mais comme les machines coûtent de l'argent, on avait juste un Tomcat et un MySQL. C'était la pré-prod. Et puis, nous, les développeurs, on était sur Windows 7. Et donc, on installait nos Tomcat avec Eclipse et tout. Et on avait dans l'open space, on avait une petite tour où il y avait quelqu'un qui avait installé la base de données MySQL. Et on se connectait tous dessus pour développer, parce que forcément, on n'avait pas le droit d'installer MySQL sur nos postes. Ça, alors, il y a plein de problèmes en fait sur cette archi. On va s'attarder sur le 3e problème. Alors, attends, j'ai oublié une chose. Oui. On devait en fait, on avait plusieurs projets du coup qui se ressemblaient un peu, qu'on pouvait customiser, et du coup, on avait la même chose pour les 4 projets. Et donc le point qui nous titille un peu là dans notre histoire pour ce talk, c'est l'environnement de développement. Enfin, je sais pas qui a déjà débugué en production. Il y en a plein. Hein. Vous savez que c'est mal, hein, c'est pas bien.
Mais en fait, je vous comprends parfaitement, parce que nous, on était sur Windows 7, et parfois, on avait vraiment du mal à reproduire les bugs en production. Et c'était vraiment compliqué, quoi. Donc, ce qu'on avait fait à l'époque, enfin, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais essayé de prendre en fait ce qu'on avait en prod et en pré-prod, et j'en ai fait des Docker Compose. C'était ma manière en fait d'essayer de reproduire la prod, essayer et du coup d'être à peu près dans dans le même environnement de production que la prod. Enfin, qui connaît Docker Compose? Enfin, qui l'utilise? Qui connaît? Ouais, pas mal. Bon, Docker Compose, donc c'était bien, hein. C'était pas mal, ça m'a bien sauvé la vie. Enfin, pas la vie, mais vous comprenez. Mais bon, ça me pose quand même quelques problèmes. Le premier problème, c'est ma machine. Elle n'est pas forcément ultra puissante. Et donc, bon là, l'exemple était assez simple. Donc, on avait juste de Tomcat et de MySQL. Mais dans un monde où on va de plus en plus dans les microservices, on va avoir de plus en plus en fait de choses à lancer dans son compose. Et ben peut-être que votre machine ne va pas forcément être bien sizée pour ça, quoi. C'est le premier point qui peut poser problème. Le deuxième point qui est très important pour moi, c'est que dans Docker Compose, vous allez l'exécuter sur votre machine, sur votre laptop. C'est vrai, hein? Oui. Ouais. Du coup, parfois, en fait, pour reproduire les problèmes, vous allez devoir en fait importer des données de prod ou de pré-prod, mais c'est des données qui sont quand même sensibles. Et on n'a pas forcément envie en fait d'avoir ce type de données qui partent du data center et qui se retrouvent en fait finalement sur les machines des développeurs. Parce que finalement, avec le Covid, on a tous été voilà, à la maison, et puis à la maison, c'est pas aussi sécurisé que dans le data center, quoi. Donc et enfin, le dernier point, c'est que c'est encore un autre fichier à maintenir qui peut être un peu décorrélé de ce qu'il y a en production. C'est-à-dire qu'il va falloir en fait matcher en fait ce qui est en production et en prod. Et puis ouais, voilà, donc il y a de plus en plus de microservices, et ça va être de plus en plus compliqué. Moi, une des solutions, ce serait peut-être, si vous utilisez Kubernetes, qui utilise Kubernetes? Ok, c'est bon. Donc, en fait, dans Kubernetes, il y a ce côté infrastructure as code. C'est-à-dire que vous allez, tout ce que vous allez pousser en production, l'infrastructure que vous allez pousser en production, en fait, elle est décrite dans des fichiers YAML. Et c'est théoriquement, c'est pas forcément tout le temps facile, hein, mais théoriquement, ça doit être pas trop dur de dupliquer en fait ces YAML et de le pousser dans un environnement qui est juste pour nous les développeurs. Enfin, pour moi, développeur, moi Sun, le développeur. Donc je déploie en fait cette infrastructure qui est juste pour moi et qui est identique à la prod, on va dire. Et où je vais pouvoir en fait coder avec tous mes microservices du cloud. Et ça, je peux le faire, ok. Et par contre, en Java, ouais, tout le temps déployer notre application sur Kubernetes, ça peut être un peu long. Donc, moi, j'ai un petit schéma qui résume à peu près qu'est-ce qu'on fait en fait quand on déploie notre application sur Kubernetes. On part du Java, on fait un Maven package, on génère le jar ou le war. Ensuite, on a un Docker Compose, un Dockerfile pour builder le conteneur avec avec la commande Docker build. Ça va générer une image conteneur de conteneur. Et ensuite, vous avez des fichiers YAML que vous allez utiliser pour déployer votre application avec kubectl apply.
dans votre cloud. Donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué, hein. Mais moi, en fait, une fois, je l'ai fait cette presse. Ils sont tous applaudis parce qu'ils pensaient que c'était la solution. Je dis, mais non, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je trouve ça compliqué. Heureusement, on a donc cet outil qui s'appelle Gcube et qui va nous sauver la vie. J'espère. Alors, Gcube, qu'est-ce que c'est? C'est des plugins Maven ou Gradle que vous allez donc installer dans votre fichier POM XML ou fichier Gradle. Je ne sais plus le nom du fichier Gradle, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand ça va vous mettre à disposition certaines commandes qui vont vous permettre de générer vos images Docker, enfin vos images de conteneurs, et aussi générer les ressources Kubernetes pour votre application Java. Et il va faire tout ça en fait en analysant votre projet. Il va déjà voir en fait quel framework vous utilisez, si vous êtes sur du Quarkus, si vous êtes sur du Micronaut, vous êtes sur du Spring Boot ou autre. Et il va aussi regarder les dépendances. Et avec tout ça, il va vous générer une image par défaut et des ressources Kubernetes par défaut que vous pourrez ensuite customiser. Alors, là c'est le futur site de Gcube qui est en cours de refonte. Et donc voilà à quoi ça ressemblerait. Donc il y a plusieurs options. Donc que vous soyez sous Maven ou sur Gradle et que vous soyez sur Kubernetes ou OpenShift. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la différence entre Kubernetes et OpenShift. Qui connaît? Pas beaucoup. Ok. En fait, OpenShift, c'est on va dire que c'est une surcouche de Kubernetes. C'est comme une distribution de Kubernetes. C'est Kubernetes avec plein de fonctionnalités en plus et qui est plus facile aussi à installer. OpenShift est maintenu par Red Hat. Et donc, si vous êtes client Red Hat, vous avez le support et tout sur OpenShift. Voilà. Et donc. Si vous êtes sur Kubernetes, pas OpenShift, vous avez juste à rajouter donc, ça dans le POM XML. Et ensuite, vous avez donc, les différentes commandes, build pour créer l'image de conteneur, push pour la pousser dans une registry, ressources pour générer les ressources Kubernetes, et apply pour avoir ça sur votre cluster Kubernetes. Et donc là, vous avez donc la même chose pour OpenShift et pour Gradle. C'est un peu plus simple avec Gradle. Voilà, donc un autre exemple. Là, sur un projet en fait, j'ai rajouté Gcube, mais ce qui m'a généré ne me convient pas complètement. Une manière de faire, c'est de le faire par propriété système Java. Donc par exemple, dans Gcube, en fait, par défaut, il va générer un déploiement avec un seul pod, donc un seul réplica. Je peux overrider en fait ce qui m'a généré avec cette option-là dans mon POM XML. Ok. Create external URL, ça va me permettre d'ouvrir en fait un ingress. Donc pour que votre application puisse y accéder de l'extérieur. J'ai une petite démo avec mon ami Son du passé. Donc Son du passé, en fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder ses pods. Il en a déjà créé 2, c'était la démo précédente. Et ce qu'il va faire là, c'est qu'il va donc, il a rajouté donc dans son projet Java, donc c'est un projet Tomcat, War. Il a rajouté du coup le plugin Gcube et puis
Et puis donc il va du coup lancer les commandes mvn package, k8s build pour builder le conteneur, ressources pour générer des ressources Kubernetes, et apply pour du coup déployer dans son cluster Kubernetes. Alors le Sun du passé, lui, son cluster Kubernetes, il tourne sur son Minikube, qui est un Minikube, donc c'est un Kubernetes qui est installé sur votre laptop pour développer, pour tester. Et donc il n'a pas besoin de faire le push dans une registry, ça va marcher. Et donc là, en fait, vous voyez qu'il m'a créé donc un pod. Et je peux aussi aller voir en fait ce qu'il m'a généré en termes de ressources Kubernetes dans le fichier target classes meta-inf gcube kubernetes.yaml. Et là, vous voyez, en fait, il va vous générer en fait tout ce qu'il faut, donc le service, le deployment. Et vous voyez que là, dans Replica, il y a le nombre 1. C'est pour ça qu'il m'a juste généré un seul pod. Et dans il n'a pas non plus généré d'ingress. Ok, maintenant, on va créer un ingress. Il faut juste enlever, mettre l'option create external URLs à true et on va aussi mettre 5 pods dans notre deployment, donc réplica à 5. Là, j'ai pas besoin de rebuilder mon image. Je peux juste régénérer en fait les ressources Kubernetes en utilisant les 2 dernières commandes. Il faut quand même que je lui dise quel est le domaine de l'URL de mon application. Ouais. Il faut que je lui donne ça pour mon ingress. Donc je peux lui donner ça comme ça. Donc je suis dans Minikube, donc je peux récupérer l'URL à travers ça. Et puis là, j'ai une petite technique pour avoir un DNS sur une IP. Et donc en faisant ça, ça marche. J'ai un ingress normalement. Alors déjà, je peux regarder ce qu'il a généré. Il a bien généré en fait, overridé en fait la valeur à 5 dans Replica. Et vous voyez qu'il a aussi généré un ingress comme il faut. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, Sun du passé? Tu as bien 5 pods, oui, comme c'était prévu. Et oui, on va voir les ingress. Donc, il a bien créé un ingress. Et on va pouvoir accéder donc avec mon Lynx, c'est un navigateur web en ligne de commande. Je vais pouvoir accéder à mon application et l'application fonctionne. Hello Jug. Et je crois que c'était tout. Merci Sun du passé. On peut l'applaudir. Ok. Alors, on revient dans le présent. En fait, je ne sais pas vous, mais moi, je vois de plus en plus d'applications qui se basent sur de plus en plus de microservices. Et je vais vous faire la démo là tout de suite. Je ne sais pas si vous connaissez Star Trek. Ouais, dans Star Trek, en fait, il y a ce truc-là, en fait, qui permet de se téléporter d'une planète, du vaisseau, en fait, à une planète. Ça s'appelle le transporteur. Enfin, en anglais, c'est le transporteur. En français, c'est vrai que c'est téléporteur. Nous, on va faire à peu près la même chose. Alors, je vais déjà vous montrer l'application qui tourne normalement sur mon OpenShift. Alors, si je vais dans topologie, si je vais là. Donc c'est une application en fait dans mon environnement de dev, donc c'est bien écrit sutan-dev, où j'ai plein de microservices. Donc j'ai une application Quarkus que je vais lancer d'ailleurs, comme ça je vous montre à quoi elle ressemble. Et cette application Quarkus, en fait, vous voyez ici en fait on a des commandes qui arrivent et vous voyez que ça se rafraîchit là. En fait, ce qui se passe, c'est que cette application Quarkus, elle reçoit des commandes d'un truc qui s'appelle, d'une application Spring Boot qui s'appelle Order Tracker. En fait, c'est juste pour mon environnement de dev, en fait, je simule des créations de commandes.
Et donc en fait, ça envoie en fait toutes les 10 secondes, peut-être plus, des nouvelles commandes à mon application Quarkus. Et ce que va faire mon application Quarkus, c'est qu'elle va sauvegarder du coup les commandes dans la base de données. Et là, j'ai un petit bouton qui ressemble à une boîte aux lettres. Et quand je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Quand je clique dessus, ce qui se passe, c'est que ça envoie un message à ce broker RabbitMQ. Et ici, là, en fait, on a une petite application qui est écrite en Micronote qui va écouter ces messages-là dans le broker de RabbitMQ. Ce qui fait que, en fait, quand je cliquais sur le bouton, ça a envoyé le message, et lui l'a reçu, et a donc envoyé un mail à un truc qui s'appelle Mailinator. Ici, donc j'ai bien reçu, je vais recliquer parce que peut-être que vous n'allez pas me croire. Ça marche. Il reste 9 minutes. OK. Alors, disons que j'ai envie de faire une petite modification. Je vais faire une petite modification. Donc ça, c'est mon application locale. Je vais faire modifier. Parce que je suis... OK. Ce que je peux faire, c'est une première manière de faire, si je veux en fait mettre à jour mon application sur le cloud, c'est utiliser Gcube. Je peux faire Maven package. Il ne faut pas que je butte faire package pour qu'il génère le projet. Ensuite, alors comme c'est du OpenShift, je vais utiliser OC build. Donc c'est juste le préfixe qui change. OC .ressources et OC .apply. Donc il va créer mon conteneur, les ressources et apply. Je vais faire ça. Ça va me prendre un certain temps, mais c'est pour votre bien. Oui, c'est long, c'est du coup, je pense que ça va prendre à peu près 1 minute. Et là, on se rend compte quand même que c'est pas pratique, quoi, en fait. Que c'est pas très fluide. Vous imaginez, en fait, à chaque fois que je fais une modification, je vais devoir en fait relancer ça pour pouvoir en fait la tester sur mon cluster. Alors, ce qui est bien, c'est que dans mon cluster, j'ai tous mes microservices, donc je peux vraiment le tester avec toutes mes dépendances. Mais ça me prend du temps. Et donc, on va. Du coup, je vais mettre les slides parce que c'est trop long. On va utiliser une nouvelle commande qui s'appelle OC Remote Dev de Gcube. Donc OC ou K8S. Ça dépend si vous utilisez le plugin Maven, enfin le plugin OpenShift ou le plugin Kubernetes. Mais c'est la même chose. C'est une commande. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire comme si ça va en fait créer des tunnels SSH de votre laptop vers les services du cloud. Mais ça fait aussi l'inverse, c'est-à-dire que, par exemple, Orderfaker, lui, il va essayer d'envoyer des commandes en fait, à mon application Norwin. Mais en fait, tout ça va être redirigé sur mon application locale. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être comme si je mettais mon laptop dans le cluster. OK. Donc là, il a fini. Enfin, ça, c'était le truc. C'était avant. Donc, vous voyez que ça a pris quand même 1 minute 20. Je vais quand même vérifier que ça a bien fonctionné. Mailinator. Si je fais ça. Modifier. OK. Donc ça a fonctionné. Alors là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais lancer le remote dev avec la commande. Alors déjà, je vais lancer Quarkus en mode dev localement. Donc là, mon application va tourner localement. Et ce que je voudrais, c'est qu'il me téléporte dans le cloud. Donc là, pour l'instant, en fait, elle est juste locale, elle n'a pas accès aux services, et les services, en fait, n'ont pas accès à mon truc. Et donc là, je vais faire oc.remote-dev. Et normalement, ça devrait marcher.
peut prier les dieux des démos. Ah ouais, je crois que ça marche. Donc là, on dit bien, voilà, le service Northwind machin chouette est maintenant disponible pour ce port-là, et RabbitMQ est disponible dans ce port-là, et par contre, le port, tous les requêtes vers le Northwind dans le cloud 8080 vont être redirigées localement sur ma machine. Et du coup, si je rafraîchis ici, je crois que je n'ai même pas besoin de rafraîchir. Moi, je vais quand même rafraîchir. En fait, là, ce qui se passe, c'est que là, ça charge non pas l'application Quarkus qui tourne sur un cluster. Ça a été remplacé par celle qui tourne sur ma machine que j'ai lancée en remote dev, en dev mode. Je vais d'ailleurs faire une petite modif. Je vais faire modifier en live. OK. Et si je fais du coup, je renvoie un mail. Oups, voilà, modifier en live. J'ai pas eu besoin de la pousser. C'est bien, on peut applaudir quand même. Ah, ça a marché. Alors, il me reste 4 minutes pour lancer le truc. Ou alors, donc, en fait, c'était pas complètement aussi simple que ça. Il y a un peu de configuration à faire pour dire, en fait, justement, quel port rediriger et quel port rediriger dans l'autre sens. Mais sinon, ça marche plutôt bien. J'en ai fait aussi un plugin kubectl grâce à Aurélie et Sebi qui m'ont fait une petite démo. Je ne vais pas avoir le temps de vous la montrer tout de suite. Mais si vous voulez, après, je peux vous la montrer, elle est super cool. Mais par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer du coup le tirage au sort pour ça. Alors, je vais faire code. Il faut que je modifie mon application. Alors ça, c'est une application qu'on utilise au Jog de Paris pour faire des tirages au sort. Sauf que vous imaginez bien que la requête, en fait, elle n'est pas exactement la même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les... alors c'était Devox FR. Il y en a qui ont joué ou pas? Ah. Donc il y avait Devox FR, aidez-moi là. Speaker, c'est moi. Et puis, il y avait Gcube. IO. Ouais, et puis ensuite, c'était moi. Et je vais vite. Ah ouais? Je sais pas si ça va changer quelque chose. Bon, je vais mettre les deux. Ah non, je vais pas mettre les deux, je sais pas si ça marche. Bon, ok, je vais essayer, puis on verra. OC package. Ah non, c'est... Alors, il y a ce truc qui me gêne, ça m'énerve. Ah, comment je fais? Ah, c'est pas grave. OC build, OC de points des ressources et OC apply. Je fais toutes ces actions. On va regarder un petit peu en fait ce qui. Alors dans ce projet, j'ai pas juste modifié le POM XML. Où est-ce qu'il est mon POM XML? Ah, il est là. Dans ce, en attendant qu'il se lance, donc j'ai pas juste modifié le POM XML en rajoutant le plugin. Où est-ce qu'il est le plugin? Ouais, il est là. Donc j'ai rajouté ça, mais j'ai pas fait que ça. J'ai aussi surchargé mon deployment avec des secrets. Donc ça, c'est une autre manière de surcharger en fait ce qui a généré Gcube. Par exemple, là, je voulais surcharger ce qu'il a généré en fait dans le deployment, et je peux juste rajouter en fait ce qui me manquait. Et donc là, par exemple, ce qui me manquait, c'est les secrets pour me connecter à l'API Tutor. Et donc j'ai juste rajouté ça. Là, je ne vais pas montrer les secrets, c'est des secrets. Non, ils sont pas. Ouais, non, mais ils sont encryptés, mais ils
sont encryptés en base 64. C'est pas. En plus, c'est enregistré, donc voilà. Je vais déborder de 30 secondes le temps qu'il se lance. Allez, dépêche-toi. Ça, c'est le suspense. On peut faire comme dans les matchs de foot, là. Vous savez. Ensuite, je vais juste aller dans topologie. Il est où topologie? Ici. Normalement, il devrait me créer une application là, une fois que. Ah, normalement, ça doit être bon là, ça doit être là. Ah, il est là. Mon application est là. Elle est prête. Hop. Ah, voilà. Et puis je mets mon tutor handle. Normalement, c'est d'ici un sujet, mais là, c'est. Ouais. Ok. Vous m'avez compris. On tire au sort. Et est-ce que HLRZ est là? Bah, bravo, merci. Et je vais terminer par le dernier slide. Voilà. Photo? Merci. Merci. Si vous voulez rejouer la démo, il y a ce lien-là.